Donc, je vais vous introduire le contexte en rappelant que les prairies jouent un tas de rôles environnementaux avec des bénéfices sur la qualité de l'eau, sur l'érosion, sur le stockage de la matière organique, sur la biodiversité. Mais que dans un paysage, les prairies peuvent être tantôt des puits, tantôt des sources de polluants. Par exemple, si on a de faibles émissions, dilution des pollutions diffuses, mais par contre, si elles sont très intensives, on va avoir une émission d'éléments azotés ou phosphorés. Elles jouent un rôle de protection des cours d'eau, mais en même temps, si les animaux pâturent près des berges, on a dégradation des berges et émission de matière en suspension et de bactéries. Si leur sol est en bon état, il fonctionne bien, on a une bonne infiltration de l'eau, donc on diminue le ruissellement, on abat les solutés. Mais par contre, en cas de compaction, on peut avoir du ruissellement important et l'entraînement de matière organique. Et enfin, elles peuvent tantôt jouer un rôle de rétention, tantôt un rôle d'émission de nitrates, de matière organique dissoute. Donc je vais vous faire un exposé en 4 points, rappeler brièvement le cycle de l'azote en prairie, quelques prédicteurs des pertes de nitrates, quelques éléments de stratégie pour limiter les fuites dans les prairies en rotation et une conclusion. Donc pourquoi on a des pertes en prairie? Parce qu'au départ, il n'y en a pas beaucoup. On a des animaux qui pâturent, c'est pour ça qu'il y a une prairie. Ils prélèvent les plantes, ils restituent des déjections qui alimentent à la fois le pool organique et le pool minéral. Et le pool organique du sol lui-même est minéralisé en azote minéral. À l'inverse, l'azote minéral est organisé pour revenir dans le pool organique. Et tout ça génère assez peu de pertes, il y a un bon équilibre. Et l'entrée d'azote se fait essentiellement par la fixation symbiotique. Ensuite, on a rajouté, à partir du développement des engrais et de la complémentation animale, on a rajouté ces 2 éléments qui ont énormément augmenté les entrées d'azote. Et du coup, on a commencé à avoir des flux beaucoup plus importants et des fuites à l'occasion de toutes ces réactions que vous voyez là, vers l'eau pour le nitrate, vers l'air pour le N2O et le N2, et vers l'air également pour les émissions d'ammoniac. On a vu tout à l'heure, c'est l'exposé de Daniel, donc je n'insiste pas, qu'il y a une réponse de la production aux doses d'azote avec un optimal qui, pour les prairies, peut se situer autour de 150-200 kg, en tout cas pour les prairies pâturées. Et au-delà de ce seuil optimal, on a une augmentation rapide du lessivage, alors qu'à l'inverse, quand on était en dessous, on a une phase de diminution, c'est-à-dire ce n'est pas le zéro azote qui est le plus efficace, puis une phase d'augmentation. Les risques de lixiviation adviennent, ça a été rappelé aussi, s'il y a en même temps de l'azote minéral du drainage. Et là, donc, je remercie Daniel pour m'avoir fourni ce petit graphique qui vous montre un peu les niveaux moyens de reliquat début drainage sous prairie. Celles-là ont un peu de trèfle ou pas, mais ce n'est pas très important. Donc, sous prairie de fauche, on est autour de 20-30 kg et sous prairie pâturée, on est à peu près au double. Sachant que ces reliquats début drainage ne veulent pas dire que tout l'azote qui est présent va être émis puisque la prairie est capable de prélever, de même qu'une scipan le serait ou une dérobée. Donc, tout est dans l'équilibre entre le prélèvement et la fourniture d'azote qui se produit en continu. Alors, les prédicteurs, on sait que les risques de lixiviation augmentent avec la quantité totale d'azote minéral en jeu, sachant que pour les prairies, on a éventuellement la fixation symbiotique, on a les apports d'engrais, on a le recyclage des aliments consommés par ailleurs par les animaux qui arrivent sur les parcelles ou les épandages de fumier. Donc, au total, la prairie va recevoir sa fertie plus un certain nombre de choses qui vont faire plusieurs fois le tour. Et donc, on a une réponse de la lixiviation à la fertilisation, ici, ce que j'ai représenté, dont vous voyez qu'elle est assez variable, qu'elle augmente très rapidement avec l'augmentation de l'azote apporté, et qu'à l'inverse, on a aussi des parcelles que vous voyez en bas à droite sur sol hydromorphe, où il semble que, malgré des apports très importants, on ait peu d'émissions. On peut observer ça dans des résultats hollandais, par exemple, ou irlandais, dont vous savez dans les 2 cas qu'on a de l'eau pas très loin de la surface du sol. Donc, on montre une grande variabilité des risques, même si c'est bien piloté par des quantités globales d'azote, liées au pédoclimat sur lequel on ne peut pas grand-chose, mais liées aussi à des éléments de gestion. Donc, l'effet du type de sol, là, c'est des résultats de modélisation où on voit le devenir de l'azote en fonction du type de sol. Donc, vous voyez que sous sol sablo-limoneux drainant, on va avoir
des émissions d'ammonium, des émissions de nitrate et un tout petit peu de dénitrification. On en a beaucoup plus en sol argilo-limoneux drainant. Et quand on compare un sol drainant et un sol hydromorphe, on voit bien que la répartition n'est pas du tout la même, avec moins de lessivage dans le sol hydromorphe, mais plus de dénitrification. Les modalités de fertilisation sont importantes, donc à la fois sur la dose, on a plus de lessivage quand on amène 400 kg d'azote par an que quand on amène 200, mais la façon de l'apporter joue aussi, c'est-à-dire que si on amène 4 fois 50, on favorise la croissance de la prairie au moment où elle pousse bien. Ensuite, on n'amène plus rien. La minéralisation du sol fournit ce dont l'herbe a besoin. Et au final, on perd sensiblement une vingtaine de kilos de moins d'azote. Et on a la même chose, encore plus accentuée pour le fractionnement de la fertilisation au niveau 400 kg, c'est-à-dire que si on apporte 4 fois 75 plus 4 fois 25, on perd beaucoup moins d'azote que si on apporte 8 fois 50, indépendamment du potentiel de la végétation à utiliser cet azote. Et de façon générale, on considère que c'est plus la peine d'apporter de l'azote au-delà du début de l'été, en Finistère. Ailleurs, ça s'arrête encore avant. Enfin, les périodes de pâturage jouent aussi, c'est-à-dire que le devenir d'un pissa qui tombe sur l'herbe au printemps n'est pas du tout le même qu'un pissa qui tombe sur l'herbe au mois de septembre. Donc, vous voyez ici que dans le cas du pissa de printemps, la végétation était capable de prélever à peu près la moitié de l'azote du pissa. Les études qu'on a faites, ça portait sur des apports locaux d'à peu près 350 unités d'azote par hectare, sur ce qu'on appelle une tâche pipi, hein, mais ça fait des flux importants. Donc, on a 25 à 30% qui est organisé dans le sol, donc qui passe dans le pool matière organique. On avait 5 à 15% qui est lixivié, c'est-à-dire pas grand-chose. Et le défaut de bilan nous disait 5 à 20% émis par dénitrification. Quand c'est en automne, on partage quasiment en 4 compartiments égaux, avec beaucoup plus de lixiviation, ça peut monter jusqu'à 40%. Et donc des pertes gazeuses également un peu plus importantes. Bon, là, il y a aussi un petit bug. Un indicateur intégratif, c'est le chargement animal. Donc, tout à l'heure, je vous avais montré le graphique en fonction des niveaux de fertilisation. Comme l'a dit Daniel tout à l'heure, ce n'est pas tant le niveau de fertilisation que l'ensemble de l'azote qui est mis en jeu. Donc, comme quand il y a des animaux, c'est recyclé, les quantités sont plus importantes. Et vous trouvez de nouveau cette réponse exponentielle au chargement, avec des résultats de nouveau qui comparent des sols sains et des sols hydromorphes. Donc en haut, c'est une publi irlandaise récente qui montre, qui se situe bien dans la courbe sur sol sain, parce que jusqu'à présent, on voyait très souvent des graphiques avec l'Irlande toujours en bas à droite, c'est-à-dire c'est magique, on met plein d'animaux, on a plein de lait par hectare, et il n'y a jamais de perte. Le problème, c'est que quand ils sont sur le sol sain, ils ont à peu près les mêmes pertes que nous. Et vous voyez quand même qu'ils tirent beaucoup de lait. Au passage, j'ai mis ça parce que mon collègue Luc Delaby, qui travaille beaucoup avec eux là-bas, tient à montrer que l'herbe, ça peut être quand même très bien valorisé. Donc là, ils produisent entre 14 et presque 17 tonnes de lait par hectare. L'Irlande, ce n'est pas si différent de la Bretagne. Donc on peut... Les UGB JPE par hectare, ça multiplie le nombre d'animaux par leur temps de séjour ramené en jours de 24 heures. Donc en gros, 365, une vache qui serait 365 jours par an, ça fait 365 UGB JPE par hectare, si elle est tout le temps sur la parcelle. Voilà, et donc effectivement, en sol hydromorphe, on a beaucoup moins de lessivage, mais on a aussi de 70 à 180 kg d'azote dénitrifié, d'après les publications irlandaises. Si la dénitrification est complète, ça donne du N2, c'est parfait, c'est pas polluant et tout va bien. Mais au passage, ça peut s'arrêter au stade N2O, et le N2O est un gaz à effet de serre qui est équivalent à 300 fois le pouvoir gaz à effet de serre du gaz carbonique. Donc c'est un peu embêtant. Et enfin, les Irlandais ayant des prairies permanentes stockent environ 30 à 50 kg dans leur sol, que ce soit en sol sain ou en sol hydromorphe. Donc de ces éléments-là, on a tiré par exemple pour l'outil Territo des espèces de références quantifiant des pertes moyennes par hectare pour les différents types de prairies.
qui sont faibles pour des prairies fauchées ou à très faible chargement, avec à peu près 300 comme limite, qui montent autour de 30-40 kg pour des prairies où le chargement est bien adapté à la production de l'herbe. Ça peut être des prairies soit un peu intensives, mais avec une fauche, soit des prairies modérément utilisées. Donc en dessous d'un chargement de 1,4 à peu près par hectare. On passe à 65 à 80 kg au-dessus et on s'est arrêté à 120 kg pour ce qu'on a appelé les parcelles parking, c'est-à-dire là où on a vraiment une déconnexion entre la charge animale et la capacité de la prairie à nourrir les animaux qui sont dessus. Donc ça peut être les prairies autour des bâtiments où elles sont tout le temps, ça peut être des prairies estivales à moitié sèches où on les affourage à la parcelle. Ceci étant, j'ai fait il y a une dizaine d'années des profils sous des parcelles comme ça. On avait 500 kg d'azote au mois d'octobre dans le profil. Donc je pense que ce qu'on a pris pour l'outil Territo est modeste. Donc le repère, c'est que les risques restent limités si on a des chargements globaux inférieurs à 1 4 UGB par hectare, qui était justement la valeur seuil qui avait été choisie dans la co-construction du plan algues vertes avec les acteurs de la lieu de grève dans le plan algues vertes. Alors, est-ce que les légumineuses changent quelque chose à ça ? Au niveau des pertes par lessivage, pas tellement grand-chose. Là, c'est une synthèse. De nouveau, on retrouve cette réponse exponentielle. Alors là, c'est exprimé par rapport à la totalité de l'azote, fertilisation apportée ou fixation, enfin plus fixation et plus restitution. Et donc par des collègues néo-zélandais. Et vous voyez que les points vert foncé avec des associations non fertilisées sont dans le bas du graphique, c'est-à-dire avec des lixiviations faibles. Il y a des verts foncés et des verts clairs ? Ah oui, il y a des verts foncés et des verts clairs. Alors en gros, les points majoritaires du bas sont vert foncé. Il y a aussi quelques verts clairs. Les points de droite sont vert clair. Et donc les bleus, c'est des régras trèfle blanc fertilisés. En gros, comme s'il n'y avait pas trop de trèfle blanc. Et ça se traduit par beaucoup plus d'azote qui tourne et donc une lixiviation plus importante. Quand on compare à même chargement des parcelles avec ou sans trèfle blanc, on a trouvé à peu près une réduction de 10% du lessivage qui se fait par des phénomènes de régulation possibles via la légumineuse qui sont la diminution du taux de fixation. Elle est immédiate. Dès qu'il y a de l'azote dans le sol, le trèfle diminue sa fixation, voire arrête de fixer. La deuxième régulation, c'est que la graminée qui est à côté, quand elle n'est pas azotée, a besoin d'azote. Donc, dès qu'il y en a un peu à proximité, elle en absorbe beaucoup. Et la troisième régulation, c'est que quand il y a beaucoup d'azote, la graminée devient plus compétitive que la légumineuse. Et du coup, le taux de trèfle diminue, donc sa contribution à la nutrition de la prairie. Par contre, quand on regarde des synthèses d'essais où on ne compare pas les choses, toutes choses égales par ailleurs, mais on prend des prairies régras trèfle blanc non ou très peu fertilisées et on les compare à des prairies de graminées pures fertilisées, on voit qu'on fait une économie de 90% d'engrais. On a une petite diminution du chargement, donc une petite diminution aussi de la production de lait, on peut dire moins 10 à moins 15%, donc bien moins grande que la diminution de l'engrais. Et on gagne à peu près un tiers en moins de lixiviation. Ceci étant, ces essais, donc c'est des essais expérimentaux, dans la vraie vie, il y a beaucoup de gens qui sèment des associations et qui continuent à mettre de l'azote dessus comme s'il n'y avait pas de légumineuses. Donc ils diminuent de 20, 30, 40 kilos la fertilisation. Dans les enquêtes pratiques agricoles ou dans le réseau défi, c'est ce que ça donne. Là, j'ai repris une petite diapositive de Pierre Cellier. On a fait un exposé aux journées AFPF qui synthétisait un peu l'intérêt de la présence des légumineuses pour la qualité de l'eau et de l'air. Parce que là, on est un peu monomaniaque nitrate, mais bon, il y a tout un tas d'autres flux d'azote. Donc, on a pour résumer, des pertes moindres par rapport aux prairies fertilisées, une meilleure valorisation de tout l'azote qui est minéralisé par le sol dans les associations, grâce à l'autorégulation de la fixation. Mais par contre, quand l'azote est rentré dans le système et qu'il est recyclé par les animaux, il est réactif comme n'importe quel azote. Et de même, quand on va détruire la prairie, on va avoir le même problème à gérer que les conséquences globales de
de la prairie. Donc, à ce stade-là, une fois qu'on est dans le recyclage, quelle que soit l'origine de l'azote, ça a le même devenir, les mêmes flux. Donc, des leviers pour réduire les fuites à la parcelle, une fertilisation adaptée. Donc, adaptée aux besoins des animaux. C'est pas si simple que ça soit raisonné aux petits oignons. Je pense que la fertilisation du blé est gérée de façon complètement différente de celle des prairies. Elle doit être centrée sur les mois de forte croissance. Des chargements adaptés à la bonne valorisation de l'herbe, c'est ce que je vous ai illustré tout à l'heure. Et on peut considérer que les parcelles mixtes fauche-pâture vont contribuer à la réduction des fuites de nitrates en réduisant le chargement et en valorisant un peu plus de biomasse. Au niveau des rythmes de pâturage, quand on est sur des rythmes extrêmement rapides, on a de l'herbe qui est toujours gorgée d'azote. Donc ça fait de l'herbe qui est peut-être supérieure à ce que les animaux ont besoin et ça fait des déjections très riches en azote. Donc de façon générale, les rythmes super rapides ne sont pas forcément optimums par rapport à la sortie perte d'azote par lessivage. Et enfin, quand on dit des leviers, il y a tout un tas d'outils qui sont disponibles pour aider à faire ça, pour aider à gérer le pâturage. Il y avait le Herbévol et Herbavenir dans l'agrotransfert il y a quelques années, Agrotransfert Bretagne. Il y a GrassTool qui est un outil inspiré du travail qui est fait en Irlande. Les Irlandais ont des systèmes entièrement basés sur l'herbe, entièrement pâturants. Il y a beaucoup de groupes d'éleveurs, il y a beaucoup de petits outils pragmatiques qui aident à gérer le pâturage. Ils ont simplifié leur système, ils font des paddocks. Alors, bon, je vais en parler après, mais ils essayent de simplifier au maximum pour que ce soit très, très facile à conduire. Et donc, il y a également des outils d'aide à la décision pour la fertilisation, donc le bouquin du comifère. Il y a les résultats du réseau MH donc, qui pourront être valorisés pour savoir un peu ce que produisent les sols, puisque les prairies, on en a évoqué ça plusieurs fois, contribuent largement à l'effet système des rotations. Et puis, donc, il y a des outils élaborés dans le cadre aussi du RMT Prairies Demain. Les prairies en rotation et l'azote, donc ça c'est encore un graphique que m'a envoyé Daniel. Donc vous voyez la présence de prairies pâturées dans la rotation, c'est ce que je vous appelais l'effet système. Effet précédent du prairie pâturée, on a un surplus de reliquats élevé. Donc les différentes couleurs, c'est les différentes années. L'effet du mode d'exploitation sur les reliquats, je l'avais un peu évoqué tout à l'heure. Vous voyez ici, le plus bas, c'est pour les fauches majoritaires et le plus haut, c'est pour les pâtures exclusives. Donc, je réinsiste sur l'importance de bien gérer la phase destruction de prairies, à la fois en mettant une destruction suffisamment tôt en fin d'hiver pour que l'azote qui est minéralisé soit tout à fait disponible quand les plantes peuvent le prélever, que ce soit de la betterave fourragère qui est capable de pomper 400 kg d'azote, voire 450 au passage. Donc c'est une super option pour réduire les risques. Le maïs, en général, produit très bien après une destruction de prairie. Comme c'est une plante qui a besoin de moins d'azote, il n'est pas capable de pomper 400 kg. Mais si on met un cipan sous couvert, ça peut aussi donner des résultats intéressants et permettre à peu près de gérer. Et chez nous, on a des prairies relativement longues. Dans les pays du Nord, ils ont une rotation, genre Danemark, ils ont des prairies de 3 ans qui cassent systématiquement et après ils mettent une céréale de printemps. Et ils ont aussi une bonne valorisation de l'orge de printemps. Voilà, donc tout ça est fort enthousiasmant pour les prairies, mais malheureusement, sur le terrain, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça le grand yaka, pour adopter des systèmes herbagés et les conduire avec de faibles fuites d'azote. Donc qu'est-ce qui freine le grand yaka ? Alors les facteurs qui déterminent les choix de systèmes fourragers, il y a des caractéristiques structurelles comme les quotas par hectare de SAU de SFP, la surface accessible au pâturage, le potentiel pédoclimatique de production de l'herbe et puis l'environnement socio-agricole régional. Le petit graphique que vous avez à droite, c'est un stagiaire que j'ai encadré il y a quelques années dans le cadre du programme Climaster qui a essayé d'enquêter dans 4 régions. C'était un programme changement climatique. Et on regardait l'adaptation des systèmes fourragers aux perspectives de changement climatique ou aux
conditions climatiques présentes, quoi. Et donc, ce graphique permet de situer un peu les choses, c'est-à-dire que quand on est en dessous de 6500 litres par vache et avec plus de 50 ares accessibles par vache, on peut avoir des systèmes herbagés. C'est la partie qui est surlignée en vert. Et plus on rentre dans le rectangle opposé, en haut à gauche, et plus on a des systèmes maïs dominants, voire tout maïs. Et dans l'intervalle, on a tous les points qui sont le système le plus courant, maïs herbe, les points orangés qui se répartissent donc dans le reste. Donc ça, c'est un truc... cette combinaison-là est assez importante. On avait noté au passage que les effets taille n'étaient pas forcément déterminants et que les réponses étaient très subjectives sur les ares accessibles. C'est-à-dire pour certains, les vaches ne peuvent pas dépasser 150 mètres, pour d'autres, elles peuvent faire 800 mètres sans aucun problème. Donc du coup, les ares accessibles, c'est très compliqué à caractériser. Les facteurs qui déterminent le choix des systèmes fourragers, bien évidemment, c'est les objectifs des éleveurs. Donc, on en avait listé un certain nombre. Baisser le coût de production, améliorer le revenu, réduire le temps de travail. Alors là, ce qui est rigolo, c'est quel que soit le système choisi, il y en a plein qui mettent ça en avant. C'est-à-dire, pour certains, herbager, ça réduit le temps de travail. Pour l'autre, tout maïs, ça réduit le temps de travail. Augmenter les moyennes de production, là on va effectivement plutôt vers des systèmes maïs. Et ce qu'on avait noté à l'époque, c'est que la sécurité fourragère était un point assez crucial et que de façon générale, plus les systèmes étaient herbagés, moins ils se sentaient ou moins ils étaient en sécurité fourragère, avec ici les herbagés à gauche dont vous voyez qu'ils ont entre 15 jours et 30 jours d'avance de fourrage, alors qu'à l'opposé, les systèmes maïs ont plus de 3 mois d'avance sous le coude. J'ai dit que l'accessibilité est très, très importante. On a travaillé donc sur la lieu de grève et quand on compare une ferme qui a 16 ares accessibles par vache à une autre qui en a 57, vous voyez que les niveaux de risque sont complètement différents. Donc là, c'est les risques sous vache laitière dans le graphique en haut à gauche, avec une ferme qui a la moitié de ses parcelles entièrement fauchées, qui servent à fourrager les vaches en vert. Donc de l'herbe qui est complètement coupée, qui est en niveau de risque très faible, moins de 10 kg, et l'autre partie qui est en parcelle, pas tout à fait parking, mais pas loin, avec des chargements très élevés, et donc un risque très élevé. Et par contre, quand on ramène ça à l'ensemble de la surface de la ferme, en comptant les autres troupeaux et les autres, c'est-à-dire les génisses, éventuellement les vaches à viande, etc., on voit que ça tamponne énormément la classification des parcelles. Mais tout ça pour dire qu'un chargement moyen à la ferme n'est pas suffisant pour évaluer de façon fine un risque de lixiviation, étant donné que ce qui est perdu dans les parcelles très chargées n'est pas récupéré par les parcelles non chargées. Donc, voilà. Si, Françoise. C'est quasi fini. D'accord. Merci de terminer. 2 minutes. Donc, les freins à lever, la structure du parcellaire et les solutions tournent autour des échanges fonciers. Il y a eu beaucoup de travail de communication de la CRAB pour avancer là-dessus. Et sur les choix des rotations, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent avoir du maïs ou une culture irriguée tout près de la ferme alors que ça pourrait être des prairies. Mais voilà, en fonction du foncier disponible, il y a aussi divers choix possibles. L'accessibilité, ça passe par de bons chemins, des clôtures pratiques, des points d'eau. Il y a énormément de références en Irlande. Ils sont super pragmatiques. Ils ont des systèmes très simples et ça aide. Ça peut être aussi l'installation d'infrastructures permettant d'augmenter l'accessibilité. Rien qu'avec ça, on peut gagner beaucoup. Mes collègues de la lieu de grève, dont je ne sais pas où elles sont, pourront répondre à des questions là-dessus. Donc la complexité du pâturage dans les freins à lever, on a vu qu'il commence à y avoir pas mal d'outils d'aide à la décision, que c'est très important d'avoir des groupes d'éleveurs qui puissent échanger, de fournir des références. Il y en a qui sont faites avec les suivis de croissance qui sont publiés toutes les semaines dans Terra, mais il y en a d'autres qui seront disponibles via le réseau mixte technologique. Et puis, la formation initiale, c'est un truc qui est pointé à toutes les journées à FPF, que voilà, si les gens n'apprennent pas quand ils sont en formation à gérer des systèmes herbagés, forcément, ils n'auront pas envie de le faire après.
Les prairies, pour que tout marche bien, il faut qu'elles soient pérennes et productives. Donc, il y a des choix de mélange de plus en plus nombreux et documentés. Donc, là aussi, il y a des ressources nouvelles. Et on a pointé aussi aux journées de la FPF qu'il y avait encore des soucis de récolte et de conservation des fourrages, d'enrubanage des légumineuses, par exemple, sur le côté développement des luzernières. Et ma dernière diapo, quand on cherche à évoluer vers des systèmes herbagés, en fait, ça refait bouger énormément de choses en même temps. Donc, je ne vais pas vous le détailler, mais on change l'assolement en augmentant la surface en herbe au détriment de la surface en céréales. Ça diversifie l'assolement, ça augmente la production fourragère en permettant une spécialisation laitière et d'augmenter la production laitière. Mais on a plutôt intérêt donc à avoir cette spécialisation laitière, à avoir des races rustiques, voire des races mixtes, ce qui permet de diminuer la quantité d'animaux élevés pour la viande, par exemple le lait taurillon, et ça réduit d'autant la pression sur le milieu. Le fait de réduire l'âge des génisses au premier vélage fait qu'on a une plus grande proportion d'animaux productifs par rapport aux animaux improductifs, donc c'est aussi un gain. Et donc, globalement, on a un maintien des performances alimentaires, un gain en autonomie alimentaire. Et sur la qualité de l'eau, on avait trouvé un gain de 10 mg par litre, ce qui était quand même une belle performance dans un bassin qui, au départ, est à 30 mg et qui arriverait à descendre à 20 si